Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver ici pour un nouvel épisode de De Tenebris Cordis. Bien que ce soit un tout petit peu différent d'avant, puisque je vous le présente en vidéo, mais ça me tenait à cœur et j'aime beaucoup faire le montage vidéo, alors j'espère que ça vous plaira également. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez que je dois ajuster des choses, peut-être que le cadre ici ne vous plaît pas. Bref, vous me direz dans les commentaires si ça vous convient, si vous aimez ce format-là, ou bien si vous préférez vraiment que je reste sur un format podcast. Je veux pas faire une intro qui dure trop longtemps, alors on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Nous sommes le 23 mai 2014 à Isla Vista, en Californie. Il est presque 21h. Un jeune homme de 22 ans, Elliot Rodger, est assis au volant de sa BMW noire. À ses côtés se trouve une arme semi-automatique. Sur son visage, aucune émotion, comme s'il était sur le point de faire quelque chose de totalement banal. Et pourtant, dans les minutes qui vont suivre, ce garçon au visage angélique va devenir l'incarnation de l'horreur. Cette soirée, qu'il appelle le jour de la rétribution, marquera le début d'une tuerie qui laissera 6 morts, 13 blessés et une communauté entière brisée. Dans cet épisode, je vais vous plonger dans l'histoire troublante d'Elliot Rodger, explorer les recoins de son esprit et analyser le mouvement qu'il a volontairement érigé en symbole, celui des incels. Ces hommes, involontairement célibataires, qui transforment leur solitude en une haine froide et destructrice. Mais cette tragédie n'est malheureusement pas un événement isolé. C'est l'apogée d'une haine profonde, nourrie dans les recoins sombres d'Internet et alimentée par des frustrations démesurées. Pour comprendre la trajectoire d'Elliot Rodger, il faut d'abord se plonger dans son histoire familiale, où se mêlent instabilité, attentes élevées et isolement émotionnel. Né en juin 1991 à Londres, Elliot est le fils d'un réalisateur britannique, Peter Rodger, connu pour avoir travaillé sur des productions cinématographiques prestigieuses, et de Lee Chin Rodger, une assistante de production originaire de Malaisie. Cette origine multiculturelle, qui aurait pu enrichir son identité, est pourtant devenue pour lui une source d'inconfort et de ressentiment. Il se sentait différent et rejeté, notamment en raison de ses traits physiques qu'il percevait comme inférieurs à ceux des Caucasiens, dits parfaits selon lui. Les parents d'Elliot divorcent alors qu'il est âgé de seulement 7 ans. Ce divorce, vécu comme un abandon, le marquera profondément. Il alterne entre les foyers de sa mère et de son père, mais cette dynamique l'empêche de trouver une véritable stabilité affective. Son père, qui s'est remarié avec une actrice de renom, Georgia Cacciadorian, incarne un idéal de réussite et de glamour qui, paradoxalement, alimente les insécurités d'Elliot. Le jeune homme se sent insignifiant dans l'ombre de ce milieu brillant et privilégie un repli sur lui-même plutôt que de chercher à s'y intégrer. De plus, la carrière exigeante de son père limite leur interaction, privant Elliot de cette figure paternelle qu'il recherchait désespérément. Malgré tout ça, Elliot grandit dans un environnement matériellement privilégié. Des quartiers huppés de Los Angeles, des écoles privées prestigieuses et des voyages de luxe à profusion. Pourtant, ce confort exacerbe son sentiment d'exclusion. Il observe autour de lui des jeunes qu'il perçoit comme beaux, riches et populaires, tandis qu'il se considère comme invisible. Sa mère, consciente de ses difficultés sociales, tente de lui offrir des opportunités pour s'épanouir, comme des activités sociales ou des hobbies. Mais ces initiatives échouent face à son refus de s'ouvrir aux autres. Elliot commence à blâmer ses proches,
notamment sa mère, pour son malheur. Lui reprochant de ne pas lui offrir une vie encore plus luxueuse, Elliot développe un ressentiment croissant envers les figures masculines qu'il côtoie. Il envie son père qu'il accuse d'être trop séduisant et méprise son beau-père qu'il considère comme un rival. Cette dynamique conflictuelle le pousse à rejeter toute figure d'autorité ou modèle masculin, exacerbant son isolement. Encore. Dans son manifeste, My Twisted World, il parle de son enfance avec un mélange de nostalgie et de rage, montrant à quel point il est piégé dans une boucle où il idéalise le passé tout en blâmant sa famille pour ses échecs. En intégrant cette histoire familiale dans l'analyse, on voit comment l'instabilité émotionnelle et les dynamiques toxiques peuvent contribuer à nourrir un certain mal-être, que des espaces comme les forums incel finissent par transformer en idéologie extrême. Le 23 mai commence comme une journée ordinaire pour les habitants d'Isla Vista. Mais pour Elliot Rodger, chaque détail a été méticuleusement planifié. Au réveil, il est absorbé par son projet macabre. Avant de quitter son appartement, il publie un manifeste de 141 pages intitulé « My Twisted World ». Ce document, à la fois autobiographique et délirant, expose sa vision du monde et sa frustration face à ce qu'il perçoit comme une injustice insurmontable, son incapacité à attirer l'attention des femmes. Dans ce manifeste, Elliot accuse la société entière de ses malheurs, décrivant un plan froidement orchestré pour se venger de ce qu'il appelle les beaux garçons et les filles superficielles qui l'ont rejeté. En parallèle, il télécharge une vidéo sur YouTube. Un dernier message à la fois dérangeant et prophétique, où il annonce sa vengeance imminente. Aux alentours de 17h, il se rend dans un café Starbucks et il commande simplement un café latte, comme si tout était normal. Mais derrière cette façade, il est prêt. Elliot retourne à son appartement pour finaliser son plan. Là, il commet son premier acte. Il assassine ses 3 colocataires à l'arme blanche. Ces meurtres, brutaux et silencieux, marquent le début de son déchaînement de violence. Vers 20h, il monte dans sa voiture, son arme à portée de main, et se dirige vers le campus de l'Université de Californie, à Santa Barbara. À cet instant, Isla Vista est sur le point de basculer dans l'horreur. Elliot commence par frapper au hasard. Il s'arrête devant la sororité Alpha Pi, qu'il considère comme le symbole de tout ce qu'il déteste. Il frappe à la porte, mais personne ne répond. Frustré, il tire sur 3 jeunes femmes à l'extérieur. 2 d'entre elles, Catherine Cooper et Veronica Weiss, succombent à leurs blessures. Il poursuit sa route, tirant sur des passants, percutant des cyclistes et des piétons avec sa voiture. À chaque coup de feu, à chaque cri, l'ampleur de son massacre s'intensifie. Et ce n'est qu'à 21h27 que la police parvient à mettre fin à sa course meurtrière. Coincé dans sa voiture, Elliot retourne l'arme contre lui et se tire une balle. Mais le carnage d'Elliot Rodger ne s'arrête pas avec sa mort. Son manifeste et ses vidéos deviennent virales, faisant de lui une figure controversée sur Internet. Dans certaines communautés en ligne, il est érigé en martyr, le Saint Elliot, qu'on l'appelle. Les hommes qui l'appellent ainsi sont des hommes qui partagent sa haine et sa solitude. Ces forums, rassemblés sous la bannière des incels, deviennent un terreau fertile pour une idéologie de haine et de violence. Mais Elliot Rodger n'est pas un cas isolé. Son manifeste et ses actes violents ont laissé une empreinte durable sur une communauté déjà en plein essor. Parmi ceux qui ont été inspirés par Elliot Rodger, un autre nom s'est gravé dans l'histoire des incels, Alec Minassian. Bien que leur parcours soit différent, leurs motivations convergent vers une conclusion totalement tragique. Alec Minassian est né en novembre 1992 à Richmond Hill, une banlieue paisible de Toronto. Fils d'immigrants arméniens, il grandit dans une famille aimante, mais son comportement social intrigue très tôt. Minassian, enfant intelligent et discret, montre des difficultés à s'intégrer. À l'école, il est souvent victime de harcèlement en raison de son attitude quelque peu maladroite. Malgré son intelligence, il se réfugie dans un monde intérieur où les interactions sociales deviennent un obstacle insurmontable.
Les rumeurs disent qu'il a tenté d'abord d'aborder les filles au lycée, mais que ses tentatives maladroites ont souvent été tournées au ridicule. Ces humiliations, ajoutées à son isolement, nourrissent en lui une profonde haine envers les femmes et les hommes qu'il perçoit comme plus séduisants ou socialement accomplis. Après le lycée, il s'inscrit en informatique au Seneca College où il montre un vif intérêt pour la programmation. Cependant, ses compétences académiques ne compensent pas son isolement croissant. Ses camarades se souviennent de lui comme un étudiant solitaire, parfois étrange, mais jamais agressif. À mesure que son isolement grandit, Minassian se tourne vers Internet, où il découvre les forums incel. Sur ces forums, Alec trouve un écho à sa colère. Les membres ne voient pas leur célibat comme un défi personnel, mais comme une injustice systémique. Et c'est dans cet environnement très toxique qu'il rencontre virtuellement des figures comme Elliot Rodger, qu'il idéalise totalement. Et pour Alec Minassian, l'idée que son mal-être puisse trouver une justification idéologique semble irrésistible. En avril 2018, Alec Minassian planifie son attaque avec une précision glaçante. Il loue une camionnette, sachant qu'elle sera l'arme parfaite pour causer un maximum de dégâts. Et juste avant de passer à l'acte, il publie un message sur Facebook, scellant son destin et liant son nom à celui d'Elliot Rodger. Nous sommes en début d'après-midi à Toronto, au Canada. Une journée comme une autre s'annonce pour les habitants de cette métropole animée. Les rues fourmillent de vie et les passants arpentent les trottoirs, absorbés dans leur routine quotidienne. Mais à 13h24, tout bascule. Une camionnette blanche de location s'engage soudainement sur le trottoir de l'un des axes les plus fréquentés de la ville. À pleine vitesse, elle fauche tout sur son passage. Hommes, femmes, jeunes, vieux, tout le monde. Les cris se mêlent au chaos des freins et des impacts. La camionnette zigzague, saccadée, poursuivant sa course meurtrière sur plus d'1 kilomètre. Lorsque le véhicule s'arrête enfin, les rues de Toronto sont devenues le théâtre d'une tragédie. L'attaque a fait 10 morts et 16 blessés. Une atrocité qui ne tarde pas à révéler l'identité de son auteur, Alec Minassian, 25 ans, étudiant en informatique, à l'allure réservée et sans histoire apparente. Mais en grattant sous la surface, les enquêteurs découvrent rapidement un homme nourri par une idéologie sombre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques instants avant de commettre son acte, Alec Minassian avait publié un message sur Facebook. Un cri de ralliement assez semblable, il y proclamait « La révolution incel a commencé. Gloire au suprême gentleman, Elliot Rodger ». En écrivant cet épisode, je savais que j'allais découvrir encore une fois les bas-fonds des internets. Je pensais être prête à lire toute cette haine présente dans ces communautés en ligne, mais j'avais tort. Cette haine qui a déferlé devant mes yeux est inouïe. La haine des commentaires laissés dans des forums sous couvert d'anonymat, la haine des mèmes censés être humoristiques, aimés, partagés et repartagés par des milliers de personnes, et la haine avec toujours les femmes pour cible. Et cet univers numérique a un nom. Ça s'appelle la manosphère. La manosphère, c'est un réseau de sites web et de forums en ligne, une sorte de constellation de la misogynie. Elle se divise en fait en 4 grands groupes. Il y a les MGTOW, des hétéros qui tentent de mener leur vie sans les femmes. Il y a aussi les masculinistes. Eux se portent en défenseurs des droits et des intérêts des hommes en attaquant les féministes. Il y a aussi les pick-up artistes, mes préférés, ces pseudo-pros de la drague, rejetés par les filles à l'adolescence. Ils enchaînent les conquêtes une fois devenus adultes. Et enfin, il y a les incels. Alors, incel, c'est quoi? Incel, c'est la contraction de l'expression involuntary celibate. Désolé pour mon anglais. À savoir, célibataire involontaire en français. Ce groupe est composé d'hommes hétéros et ils se rassemblent sur Internet pour partager leur haine des femmes. Selon eux, elles sont responsables entièrement de leur célibat. Le choc de la déferlante haineuse passée, je remarque aussi la souffrance. Je vois des hommes qui se sentent oubliés par la société, des hommes qui ne savent pas comment aborder les femmes, des hommes convaincus d'être laids au point de ne jamais pouvoir trouver l'amour. Pour ces hommes, la manosphère est un espace de discussion,
un endroit où ils peuvent hurler leur désespoir ou leur colère sans craindre d'être jugés. Plusieurs le font même sans haine. Les discours modérés, malheureusement, sont toutefois assourdis par les hommes les plus extrêmes de la manosphère. Pour eux, la femme est tantôt une proie sexuelle juste bonne pour un coup d'un soir, tantôt une manipulatrice responsable de tout leur malheur. Et parfois, hélas, elle est une cible à abattre. À l'origine, le terme incel a été inventé par une étudiante canadienne du nom de Alana. Cette jeune femme, elle crée un site web en 1997 afin de discuter de son inactivité sexuelle avec d'autres internautes. Le site web, intitulé Alana Involuntary Celibacy Project, est initialement conçu de façon inclusive et se veut sans jugement de valeur par rapport aux normes de genre, apportant des réflexions sur la difficulté pour certaines personnes à s'intégrer socialement. Donc il n'y avait au départ aucune idéologie derrière le site, jusqu'à ce que le terme soit repris par le mouvement. C'est seulement en 2010 que le terme commence à circuler sur les forums en ligne comme 4chan et Reddit. Alors qu'Alana a voulu créer un espace d'entraide, le terme incel est maintenant synonyme de colère, de rejet et souvent de dangerosité. Et pour comprendre l'univers des incels, il est essentiel d'explorer leur vocabulaire, car ils reflètent leurs croyances profondes sur les dynamiques sociales et sexuelles. Deux figures emblématiques se retrouvent au centre de cette mythologie, les Chad et les Stacy. Un Chad, dans la vision des incels, c'est le mâle alpha parfait. Il est beau, athlétique, charismatique, etc. Il a tout pour lui. Il attire les femmes sans aucun effort. Il est adoré de toutes les femmes et même de tous les autres hommes. Son apparence physique lui suffit à garantir son succès social et amoureux. Tout ce que les incels détestent. Et de l'autre côté, il y a les Stacy. Elle est décrite comme l'équivalent féminin du Chad. Une femme belle, intelligente, qui a tout pour elle, mais elle est toujours en quête du Chad, ce mâle alpha. Vous l'aurez compris, les incels se considèrent toujours comme des victimes éternelles d'un système social basé sur la sélection sexuelle et la domination des apparences. Alors, au-delà de ces concepts de Chad et Stacy, une question se pose. Est-ce que la société elle-même n'est pas aussi un peu responsable de ce malaise ? Dans un monde où le physique est constamment mis en avant, où l'apparence est un critère suprême de réussite sociale et amoureuse, il n'est pas surprenant que des individus, qu'ils soient hommes ou femmes, développent beaucoup de complexes. Et nous, les femmes, sommes également touchées par cette pression. L'hypersexualisation omniprésente dans les médias, dans les pubs, sur les réseaux, crée un standard de beauté quasi inatteignable pour beaucoup d'entre nous. Cette même hypersexualisation que les incels dénoncent comme étant un instrument de manipulation devient aussi une source d'insécurité pour nous, celles qu'ils critiquent. Mais dans tout ça, comment devient-on un incel ? Comment en arrive-t-on à ce point-là ? L'un des points communs que j'ai pu observer dans cette communauté, c'est un profond sentiment d'isolement. La plupart d'entre eux partagent une faible estime d'eux-mêmes et cette faible estime, elle est souvent nourrie par des expériences de rejet ou de moquerie durant l'enfance ou l'adolescence. Beaucoup évoquent un épisode marquant comme une humiliation publique ou un amour non réciproque qui a consolidé leur croyance qu'ils étaient destinés à être rejetés. Ces hommes se décrivent comme laids ou invisibles, ou les deux. Ce mal-être constant les pousse à s'isoler, évitant les interactions sociales par peur du rejet. Ils ne se sentent tout simplement pas à leur place dans la société. Et ce qui unit aussi ces hommes, c'est souvent une quête désespérée de validation. Ils cherchent à être acceptés, admirés ou tout simplement remarqués. Mais lorsqu'ils n'obtiennent pas cette reconnaissance, leur frustration se transforme alors en colère. Et cette colère peut être dirigée contre eux-mêmes, mais elle est souvent dirigée vers les femmes et les hommes
qu'ils perçoivent comme ayant tout ce qu'ils n'ont pas. La haine envers les femmes est l'élément qui transforme une souffrance personnelle en menace sociétale. Les discours qui objectivent les femmes comme étant des proies sexuelles ou des ennemis ne se limitent pas aux espaces incel, loin de là. Ils infiltrent les cercles plus larges, normalisant une rhétorique misogyne dans la culture populaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre cette radicalisation ? Être rejeté ou souffrir d'insécurité n'est pas une excuse pour tourner sa colère vers les femmes ou ceux qu'ils envient. Des millions de personnes, hommes et femmes, vivent des situations similaires sans sombrer dans une idéologie misogyne ou violente. Cela dit, il est important de reconnaître que la société, dans son obsession pour le physique et les normes de genre, joue un rôle dans la naissance de ces complexes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le problème ne vient pas uniquement de la société, il vient aussi et surtout de la part de ces hommes qui choisissent de rester dans leur colère, qui préfèrent blâmer les autres plutôt que de chercher à aller mieux. Par exemple, en allant voir un psy ou en parlant autour de soi. On peut très bien également en parler sur des forums internet, mais des forums non violents, où il n'y a pas toute cette haine. Mais oui, la radicalisation en ligne est un phénomène complexe. Certains d'entre eux souffrent sincèrement, mais cela ne leur donne pas le droit de transformer cette souffrance en haine ou en violence. Et ce qu'il nous faut, ce n'est pas de la compassion mal placée pour des discours extrêmes, mais des réponses claires, des plateformes responsables et des modèles masculins sains. Et non pas comme des mecs comme Andrew Tate, par exemple, pour n'en citer qu'un. Mais honnêtement, j'ai beau chercher des modèles masculins vraiment sains et connus, je me suis un peu perdue, je vous avoue. Alors, dites-moi en commentaire si jamais vous avez une idée d'un modèle masculin sain et célèbre. En attendant de trouver, je vais proposer quelqu'un, Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux. Lui, il est loyal, humble, et toujours prêt à porter Frodo sur son dos pour sauver le monde. Alors, à moins que d'ici là, on trouve un homme capable de cuire des patates tout en défendant les valeurs de respect et d'empathie, peut-être qu'on devrait tous chercher un peu plus de Sam en nous. Et pour finir, dans ce qu'on pourrait faire pour que la société soit moins malade, on pourrait aussi mettre en place une éducation qui rappelle aux hommes qu'être un homme n'est pas une raison pour détester les femmes. Ok ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Peut-on comprendre sans excuser ? Et surtout, comment faire pour construire une société où la haine ne trouve plus sa place ? J'attends vos réponses en commentaire. Voilà. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, du coup, en commentaire si vous avez des suggestions d'amélioration à faire sur n'importe quel sujet, ma voix, mon outfit, ma tête. Non, c'est pas vrai, je vais pas faire d'effort là-dessus. Mais par exemple, la lumière ou n'importe quoi, bref, que sais-je. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. Et à mettre un pouce bleu, ça m'aidera en tout cas pour développer cette petite chaîne. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode de De Tenebris Cordis.